Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça va bien? Ça va très bien, ouais. Je viens de me lever il y a à peu près une demi-heure. Et moi, j'arrive pas à dormir. Ouais. J'ai écouté une conférence où il parlait de la réalité, tu sais, puis il disait, c'était vraiment intéressant, il dit, tu sais, de prouver quelque chose à quelqu'un, exemple, quelqu'un qui veut un extraterrestre, ok? Il dit, lui, il veut un extraterrestre, maintenant, tu sais, il veut un extraterrestre, c'est vrai. Mais si s'il essaie de le convaincre à quelqu'un d'autre, là, il vient amener quelqu'un d'autre dans sa réalité à lui au lieu de... Fait que déjà là, il y a une illusion qui est la réalité des deux qui essaient de communiquer ensemble, tu comprends? Ouais. Puis là, il expliquait que si les gens arrivaient à comprendre ça égoïquement, dans le logisme, on serait capable de faire n'importe quoi, dans le sens de s'auto-guérir, de faire... C'est tellement ça, en fait. Attends. Parce que juste en me convaincre... Si on arrive à comprendre égoïquement quoi précisément, parce que ça Que coûte... tout est possible. Comment? Juste que tout est possible. Que tout est possible? Oui. Exemple, juste un exemple de ça, juste de penser qu'on peut s'auto-guérir, mais de savoir profondément, sans doute. Oui. D'être capable de comprendre que tout est possible. Moi, juste en comprenant que tout était possible, il y a 2 ans, j'étais capable de faire bouger le temps, puis j'ai fait genre, what the fuck. Ouais. Après ça, j'ai essayé d'en parler, puis personne n'a voulu me croire, fait que j'ai plus jamais été capable parce que j'ai eu un doute qui s'est installé. Oui. Puis un doute, c'est beaucoup plus. Mais le doute, ouais. Le doute, il vient aussi pour casser un pouvoir qui, en soi, ne te serait pas forcément très utile. Parce que tu peux plier le temps, mais ça sert à quoi? Ben, là, ça me sert à rien, mais juste de savoir, ça m'a servi sur l'instant à savoir que tout était possible. Ah, d'accord. Oui, bah donc du coup, ça a été utile pendant le moment où tu avais besoin de le savoir, mais après, ça t'était plus utile. Parce que, en fait, donc là, comme je te disais, j'écoute progressivement la conférence de Jean-Luc, là, de décembre 2019, et il explique, en fait... Attends, excuse-moi, parce qu'il y a le chat qui est en train de bouffer mon truc. Attends, 2 secondes. Barre-toi de là. Barre-toi de là. Attends, 2 secondes. Excuse-moi. Allez, barre-toi. L'articulation entre... Enfin, la différence qu'il y a entre le désir et le besoin. En fait, les plans, donc, si tu veux, le double, tout ça, on va dire les plans... ils peuvent te fournir des réponses à condition. En fait, ils vont sonder tout simplement la quantité de besoins essentiels que tu as à recevoir l'information ou l'énergie qu'ils pourront te donner. Parce qu'en fait, tout nous est donné. Il n'y a rien qui vient de nous. Donc, tout nous est donné. Ça peut nous être donné, par exemple, si on a un désir, on pourrait dire superflu ou faire une expérience, ou donc issu du désir, ils peuvent nous donner l'énergie, mais pour nous faire casser la gueule, pour nous montrer qu'en fait, pour nous faire mûrir sur l'immaturité de ce qu'on avait formulé, tu vois. Mais si c'est un besoin essentiel, alors là c'est autre chose. Et en fait, j'ai envie de dire, moi, tu vois, quand j'ai commencé ma chaîne, en fait, je voulais parler que de ça, je voulais parler des besoins. Ça m'habitait en fait, parce que j'avais trouvé la clé la clé du bonheur, dans le sens où l'écoute de soi et a fortiori le contact avec les plans, ça commence comme ça, par savoir formuler des besoins essentiels, mais très simplement, ça commence par des choses très simples. Mais moi, j'adore casser les formes, ok? Qu'est-ce qu'on a vraiment... Ok, check ça, ok? Qu'est-ce que tu définis au mot essentiel, puis qu'est-ce qu'on a réellement besoin? Ouais. Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont fait il y a Maslow qui a fait la pyramide de Maslow, il y a les 5 besoins fondamentaux, mais ça, c'est des besoins qui sont conséquentiels à quelqu'un qui veut fonctionner dans un certain système ou qui veut juste survivre. Déjà, il faut que la personne... déjà, ton besoin, il n'est pas essentiel, il est conséquentiel. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos besoins sont toujours en conséquence de ce qu'on veut.
Puis ce qu'on veut est tout le temps en conséquence de nos désirs. Ben non, justement. Ben le désir, le désir, ça participe encore de l'expérience, si tu veux. Non, mais je vais te donner un exemple. Pendant 23 ans, on m'a imposé un mode de vie, une école. Moi, tu sais, j'avais des questionnements qui n'avaient rien à voir avec les choses qu'on m'imposait. Tu comprends? Tu sais, je me posais des questions. C'était Yannick, ferme ta gueule, suis les rangs, va travailler, va faire ci, va faire ça. Ça m'intéressait pas. Moi, je voulais comprendre la vie, je voulais comprendre les mystères du cosmos, je voulais comprendre la mécanique de. Je voulais comprendre dans quoi je m'embarquais avant d'embarquer, tu comprends? Je ne mangerai pas ma cake de tabarnak. Puis, en fait, à un moment donné, j'ai compris que leurs besoins, ils servaient. Tu sais, comme à un moment donné, on m'a dit, je leur ai demandé, j'étais en thérapie, puis ça sert à quoi les besoins fondamentaux? Ils disent, ben, ça sert à vivre. Ouais, mais qui m'a demandé si je voulais vivre? Moi, pas que je veux mourir, là. Mais ce que vous m'offrez comme étant la vie, moi, je l'accepte pas. Puis là, j'ai lancé un défi à l'univers. OK, mais montre-moi c'est quoi la vie, parce que jusqu'à maintenant, tout ce que je vois, c'est que tout ce que je veux pas faire, je peux pas m'empêcher de le faire. Et que ce que je veux faire, ben, je suis même pas capable de le faire. Fait que c'est quoi ça? Ouais. Fait que les besoins, je pense que nos besoins... Ben, tu vois, tu viens de formuler justement... oui, parce que là, les besoins dont tu parles, ils sont issus peut-être de sciences, de psychologie, on pourrait dire psychologie positive ou trucs établis comme ça dans des systèmes. Mais en fait, quand tu as posé cette question, donc qui était en fait une confrontation, on pourrait dire, au plan, une confrontation à la programmation, une confrontation à même une mise en vibration avec ton double, parce que tu étais dans une certaine colère, et la colère en fait est le support vibratoire qui permet la communication. Donc en fait, tu as exprimé tout simplement un besoin fondamental, parce que en soi le besoin fondamental c'est d'entrer en communication avec les plans d'intelligence, c'est ça le besoin fondamental. Je connaissais même pas ça, je savais même pas que ça existait. De quoi? De quoi? Tout ça, je savais pas que ça existait il y a 2 ans. Ouais, tout ça, ouais, ouais, bah oui, bah pareil. J'étais même pas spirituel, je veux dire, oui, c'est genre quelques mois avant ça. Ah ouais, d'ailleurs, tu dis que t'étais pas spirituel. Genre, toi, t'as grandi dans une famille, enfin, genre, ils croyaient en Dieu, tout ça, ou pas? Ben, ma grand-mère croit au petit Jésus, puis quand j'étais petit, quand je faisais quelque chose, elle me disait, fais pas de la peine au petit Jésus, quelque chose comme ça. Et toi, tu t'en rappelles comment ça te faisait quoi quand elle te disait ça? Pas grand-chose. J'ai appris, on a des pièces de... Non, mais à l'école, on avait des cours sur le catéchèse, des pièces de théâtre sur Jésus, puis des affaires comme ça, mais j'ai pas vraiment aimé ça. Je me suis jamais vraiment posé ces questions-là. Avant, je voulais juste... c'est un humain vraiment lambda, là, genre... je me posais pas toutes ces questions-là, à part que je trouvais que ça faisait pas de crise de sens qu'on doive payer pour vivre. On le met on le met dans une manufacture à humains, puis on dit, bon, mais là, survie. Hein? Ouais. Comme on dit, bon, mais là, il va falloir que tu grandisses, que tu te payes une maison, que tu te payes une voiture, que tu te payes de la bouffe, que tu t'apprennes à faire ci, que tu apprennes à faire ça. Ouais, mais quand est-ce qu'on m'a demandé si j'avais envie de faire tout ça, moi? Ouais. Bah oui. Mais le point de départ, c'est justement la remise en question de la condition. Ce qu'on appelle, moi je comprenais pas, parce que ma mère, elle me disait toujours, tu te poses des questions existentielles. Et je lui disais, mais attends, parce qu'à l'époque, comme j'étais en colère, j'étais tellement en colère, si tu veux, que j'avais aucun discernement. Et donc en fait, j'étais en lutte à l'intérieur de moi, un peu comme c'était un peu un cas psychiatrique, sauf que je le compensais avec l'art, mais c'était un cas, en fait, j'étais un cas psychiatrique. Maîtrise de ton feu, en fait. Comment? T'avais juste aucune maîtrise de ton feu, c'est tout. Complètement. Et en fait, elle me disait, tu te poses des questions existentielles, arrête de te poser des questions existentielles, la vie est plus simple que ça, c'est simple, regarde, c'est simple. Et j'étais là, mais voyons, je me pose aucune question existentielle. Et je lui disais juste, j'arrivais juste à formuler à l'époque, je peux juste pas accepter cette vie. Voilà. Ah oui, parce que voilà. Et c'est ça, si tu veux, c'est ce point de départ qui en fait est une énergie donc de colère, de feu, qui est le refus d'accepter la condition. C'est ça la vraie question existentielle, c'est le refus d'accepter la condition qui va permettre de créer en fait progressivement le contact. Mais le truc c'est que c'est progressif parce que dans les premiers temps du contact, donc c'est une colère, c'est un refus, une opposition, le non. Et ben en fait on est dans un niveau de ce que j'appelais d'ineffable, c'est-à-dire que l'ineffable ça veut dire que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas comprendre.
Parce que c'est-à-dire que c'est trop ineffable, c'est trop... C'est le doute. Non, c'est pas vraiment le doute, c'est un magma d'informations qui n'est pas décompté. Comment? Tu remets en doute les conventions dites normales de la société. Oui. Tu sais, la religion, pendant des années, on disait les voies de Dieu sont impénétrables. Quand la question échappait aux prêtres ou quand ça remettait en doute leurs croyances, nous, on est les gens qui sont... ça veut pas dire que ça, les voies de Dieu sont impénétrables. Hein. Ça veut pas dire que ça. Les voies de Dieu sont impénétrables, ça veut pas dire que ça. Parce que on peut aussi, c'est aussi un langage de l'esprit pour dire que il y a des informations auxquelles de toute façon on peut pas, on n'a pas les corps si tu veux suffisants pour, ou alors c'est pas nécessaire de les savoir pour nous. Mais ce que ça crée dans la religion, c'est que ça crée un état de soumission. Quand on dit les voies de Dieu sont impénétrables, ça te ramène à ta condition de créature soumise qui doit pas comprendre, qui peut pas comprendre et qui doit se soumettre. Et ça, c'est pas acceptable. Mais ça l'était dans le temps parce que ce qu'il a dit, c'est dans ce temps-là, si ce temps-là a réellement existé, parce que moi j'ai pas de preuve que peut-être qu'est-ce qu'il y a avant ma naissance a existé. Oui, t'as raison. Sauf des mais tu sais, ça existe en ce moment, tu comprends? Ouais. La totalité du temps est contenue dans l'instant présent. Mais dans l'instantané, en fait, même si c'est encore plus que le présent. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que on nous a dit ça parce que le savoir était très, très, très hiérarchisé dans le temps. Lui, le prêtre, il en savait un peu, mais il disait les voies de Dieu sont impénétrables parce que lui, il savait pas vraiment. Parce que le gars en haut en savait plus, puis le gars en haut en savait plus, puis le gars en haut en savait plus, qui lui était avec une entité qui appelait Dieu. Tu comprends? C'est intéressant, ouais. Mais d'ailleurs, tous les grands mystiques, j'ai envie de dire mystiques, parce que là tu parles de la hiérarchie, donc la hiérarchie a à voir avec l'astral, donc l'astral a à voir avec de la connaissance, mais a à voir avec du mensonge, de la vérité et du mensonge. Mais les grands mystiques, ce sont des êtres qui se sont connectés, on pourrait dire, à de l'esprit ou à du savoir, par forcément de la marginalité et de l'opposition aux ordres et à la hiérarchie et à la religion. Mais il faut savoir que je te dirais qu'il y a des êtres, des initiés, disons, des gens qui sont en contact avec une énergie qui est, disons, supramentale. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire. C'était beaucoup des gens qui étaient connectés avec de l'astral. Tu as eu, je te dirais, des gens comme Moïse, Rama, des gens qui ont vraiment transformé l'histoire, eux autres qui avaient des rôles. C'est comme dans un film, genre, tu as des personnages qui ont plus de droits, puis des personnages qui sont plus réels. Sauf que là, on est dans une époque où on s'enferme pas dans... Tu sais, la plupart des gourous dans des temples, c'est des gars qui sont enfermés dans l'astral, qui voient des affaires dans l'astral, puis qui s'amusent dans l'astral. Oui. Mais le haut astral, ça fait pas longtemps là, que mondialement, reconnu que c'est reconnu qu'il y a une sphère supramentale au-delà de l'astral. Tu sais, il y a eu quelques êtres dans le passé qui l'ont su, mais ça s'est pas su publiquement depuis avant les années de Bernard Jard. Ouais, ça c'est marrant ça. Ça voulait dire que si c'était assumé publiquement, c'est que c'était suffisamment sécurisé pour que cette information soit divulguée. Parce que, en fait, il y a des informations qui ne peuvent pas être divulguées, un peu comme dans une guerre. Si tu divulgues certaines informations, c'est l'ennemi qui va les récupérer contre toi. Et il y a un moment donné où c'est OK parce que c'est sécurisé. Et d'ailleurs, c'est important de le dire parce que il y a encore des personnes qui ont la peur, qui sont liées à des mémoires, la peur de parler, parce que il y a la mémoire, tu sais, un peu comme dans la chanson de Jean-Marie, enfin le remix de Bigard où il dit complotiste, théorie du complot, brûlé sur le bûcher. Tu vois la mémoire du bûcher. Comment? J'ai tellement ri quand j'entends ça. Ah mais oh là là, énorme. Ouais. C'est tellement ça. Puis en plus, la parole, ça fait peur parce qu'au début, c'est comme. Il parlait de ça tantôt. En plus, il dit la parole, c'est comme un robinet que tu ouvres, un robinet d'eau chaude. Quand tu l'as pas ouvert depuis longtemps, le robinet d'eau chaude, au début, c'est de l'eau froide. Puis là, tu te dis, mon robinet, il marche chaude, mais il faut que tu attendes un peu. Ah ouais. Parce que l'eau froide, ça serait chaud. Puis à un moment donné, c'est chaud. Sauf que les gens, ils parlent. Puis la première fois que tu parles, tu vas te perdre, tu vas te bafouiller dans tout. Tu l'as dit toi. Mais à un moment donné, tu touches au filon, puis tu l'as, l'esprit il est là, tu sais, dans ta parole. L'esprit, il y a beaucoup plus d'énergie dans une parole que dans une pensée, tu sais. Carrément.
Mais quand tu dis le robinet d'eau froide, alors là, je crois que tu as vraiment une image extraordinaire. Là, c'est complètement ça. En plus, tu sais, ici, moi, dans cette maison, là, quand tu arrives en plein hiver, parfois, tu as même les canalisations qui sont gelées. Et les canalisations qui peuvent être pétées parce qu'il y a le gel. Des fois, il faut même réparer des canalisations. Et ça peut prendre du temps, hein, de réparer des canalisations. Donc au sens métaphorique du terme, des fois tu as besoin avant de commencer à parler de t'isoler, de faire des jeûnes ou des trucs comme ça, tu vois, ou de la méditation, je sais pas quoi, tu vois, pour te remettre un peu d'aplomb, tu vois. Et puis après, avant d'entrer dans l'instantanéité, ben tu vas te taper du froid et tu vas te taper de l'eau froide pendant un moment quand même, hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'on est refroidi, on est totalement refroidi, on est mémorialisé, ça c'est pas la faute à personne, là, c'est pas la faute à des entités. Une entité, c'est juste stimulé par les tissus nerveux. C'est vraiment simple dans le fond. Là. On appelle ça ils ont appelé ça des entités. Ce que Bernard a appelé des entités, c'est vraiment ça. C'est des mémoires ou c'est ça peut être aussi comment je pourrais dire ça, des énergies, mais qui sont de l'intelligence pure, puis que l'homme qui n'a pas de maîtrise sur ces intelligences-là peut se faire maîtriser complètement, parce que c'est un flux d'énergie, c'est de l'énergie solaire, c'est puissant. Là. Tu sais, si tu pognes un rayon gamma et que tu n'es pas capable de... Si tu deviens gamma, tu n'es pas capable de prendre ça dans tes cellules, tu peux... On pourrait dire aussi qu'une entité, c'est comme c'est le négatif d'une forme de vie, dans le sens où ce serait la gamme de fréquences, puisque tout est fréquence et que nous les captons avec notre mental, ce serait une gamme de fréquences en négatif, ou on pourrait dire basse, donc mémorielle, de ce qui pourrait être une forme de vie en potentiel. Mais si toi tu montes dans les gammes, tu montes en fréquence, ben tu vas aller capter la forme intelligente, donc évolutive de cette entité. Donc, parce que c'est ça l'intérêt de la parole, c'est la mise en vibration. Et à partir de cette mise en vibration, tu utilises en fait les entités, c'est-à-dire que les informations qui vont être données sont déjà plus vivantes et donc vont plus potentiellement répondre à tes besoins. Parce que tu vois, c'est ça, quand tu écris ou quand tu es dans le froid, dans l'eau froide et dans la glace, tu rentres en résonance avec des mémoires. Et ces mémoires peuvent nourrir un appétit de connaissance ou un besoin de connaissance, mais en fait, elles vont te rendre mal parce qu'elles ne répondront pas à tes besoins. C'est ça. Parce que tu sais, même, quand on se nourrit d'informations, à un moment donné, moi, j'ai mis un stop là, un petit bout, puis j'ai arrêté pendant une semaine et demie à peu près d'écouter des conférences. Puis quand j'ai arrêté, je me suis dit, mais c'est quoi que je cherchais à écouter toutes ces conférences-là? Puis à un moment donné, quand j'ai compris pourquoi j'ai recommencé, j'ai compris que, tu sais, c'est une parole qui est vibratoire. Autrement dit, c'est que ça vient amener, tu sais, on est habitué d'aller dans du mémoriel des formes connues par la société, que ce soit des égrégores politiques, que ce soit des égrégores nationaux, culturels, n'importe quoi, artistique. C'est que c'est des formes qui sont socialement tellement utilisées dans l'astral que que tu te connectes au mot, tu te connectes à plein de mémoires, puis c'est ça un égrégore dans le fond, c'est que tant que tu te connectes à un mot, tu te connectes à toutes les mémoires, toutes les impressions émotionnelles qu'il y a eu dans ce mot-là, ou dans cette musique-là. Exemple, si t'écoutes du heavy metal, les gens écoutent ça, puis c'est super violent, puis si tu te connectes à des égrégores de heavy metal, ça va te calmer. Oui. Ton égrégore qui a besoin de violence. Ouais, mais justement, qu'est-ce qui fait la différence? En fait, parce que là c'est important ce que tu dis, mais en fait le truc c'est que si l'individu est dans son centre de gravité, donc si dans son centre de gravité, ça veut dire que il est expansif, c'est-à-dire qu'en fait il est vibratoire. En fait, quand il va entrer en résonance avec ses formes, il peut entrer aussi avec il peut amener un regard, comme toi tu dis souvent, tu utilises le mot neuf, un regard neuf, un regard vivant sur la chose. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que là, je retourne vers l'art, je retourne sur des formes d'art qui m'avaient intéressé pendant un moment donné, et avec le regard neuf, en fait, ça devient super intéressant. Et en soi, les formes, elles sont toutes intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est la nouveauté que tu apportes quand tu entres en résonance avec ces formes-là. Ben oui, ça, je suis d'accord avec toi. Sauf que, exemple, c'est sûr que moi, j'irais si
je veux évoluer dans une réalité où la violence va diminuer. Si je veux, imagine que tu glisses dans des temps en rentrant en vibration avec ton environnement, OK? La science a remarqué que la cellule change l'observation. Oui, l'épigénétique, on appelle ça, l'influence de l'extérieur sur la génétique. Ou l'inverse. Parce que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si moi, je crée une réalité, si je suis conscient que je suis connecté avec l'univers, OK? Puis que je décide d'ordonner des choses. Moi, si je me nourris de quelque chose, l'univers va toujours faire en sorte de me nourrir. Tu es d'accord avec moi? À mon détriment. Attends, j'ai pas compris là. T'as dit quoi? Si je me... L'univers va toujours faire en sorte de me nourrir. Sauf que nous, on est habitués civilisationnellement. Merde, OK? Que je te parle de chips, je te parle de violence, de trucs, puis on est habitué à ça. Fait que ça nous dérange pas, puis on le voit pas que ça nous fait mal. Comme quand on mange, c'est juste un petit gâteau, c'est pas grave. C'est juste un petit gâteau. Ça y est, j'ai compris. Il n'y a rien de bon pour toi dans un petit gâteau, là. C'est sec, il n'y a même pas de vie là-dedans, genre. Mais c'est pas ça le point que je voulais amener. Le point que je veux amener, c'est que si... C'est sûr que je vais aller regarder de l'art, puis que s'il n'y a pas de violence là-dedans, mais si, mettons, moi, je veux vivre dans une réalité qui n'a plus de violence, c'est sûr que je n'irai pas écouter de la musique qui va dire « tue ton prochain », etc., etc. Pas parce que c'est bien ou c'est mal, parce que c'est niaiseux. Parce que c'est pas écologique, c'est pas... je m'excuse, mais quand tu tues un humain, ça demande beaucoup plus d'énergie à réparer. Ça demande beaucoup plus d'énergie de devoir réincarner cet humain-là que de juste devoir te tasser puis continuer ton chemin, tu comprends? Oui. Parce qu'en fait, le fait de tuer son prochain, même au niveau subtil, même dans des paroles, c'est-à-dire même si tu te branches à cette parole dans une musique, dans le subtil, c'est comme si tu tuais ton prochain. Et d'ailleurs, c'était la vidéo que j'avais fait, parce que quand je parlais des intentions, à un moment donné, que j'avais eues vis-à-vis de mon père, des intentions violentes, il y a quelque chose qui s'est créé dans le subtil, parce qu'après, je faisais des rêves où je devais me débarrasser de cadavres. Donc, tu vois, c'était le cadavre, c'était la forme que j'avais créée de ma violence. L'énergie que tu vas devoir employer pour recréer ce que tu as détruit, parce que c'est toujours comme ça, de toute façon, tu seras obligé de réparer l'énergie que tu as prise avec ces intentions négatives, j'ai envie de dire, destructrices. Donc, il faudra que tu répares. Ça va te demander une telle énergie et du temps aussi, du temps et de l'énergie. Donc, comme tu dis, c'est pas écologique. Et attends, pourquoi je disais ça? Des fois, quand on commence à parler puis que c'est vraiment vibratoire, là, on perd les mots. Depuis tantôt, j'arrête pas de... Je suis tellement dans l'instant présent puis dans l'instantanéité que je me rappelle même plus ce que je voulais dire au début. Puis là, il faut que j'aille retourner chercher ce que je dis au début. Puis là, je parle de l'instant présent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, on parlait de l'influence de l'environnement et tu disais que tu influences aussi ton environnement, ça va dans les deux sens, enfin, que ça part d'abord de l'intérieur. Et c'était peut-être par rapport à, je sais pas, toi-même, tes conditions d'exister, ton environnement, l'environnement violent qui à force de, tu sais, tu parlais du gâteau qui a pas de vie et tout là. Ouais, c'est ça. Mais je cherche où je m'en allais avec ça avant. C'est pas grave. Je parlais des égrégores puis je disais oui. Ouais, puis on parlait des entités, du fait qu'elles nous influencent, mais. On parlait c'était exactement quand on a parlé exemple, moi je nourris des égrégores. Oh oui, c'est ça, quand je me connecte à des égrégores. Mais moi, je me suis dit, tant qu'à me connecter, j'ai perdu ce que je voulais dire, fait que je vais faire semblant que j'ai trouvé ce que je voulais dire et je vais continuer sur d'autres choses. T'inquiète, c'est pas scrève. Je pensais à ça tantôt, je me dis, crime, si, tant qu'à maintenant qu'on comprend les lois de l'astral puis qu'on n'y est plus assujetti, là, tu sais, genre... ouais, mais j'irais pas jusqu'à dire ça maintenant, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus, tu sais, genre, être croyant, comme l'Église l'était, quand Bernard est arrivé. La job à Bernard, OK, c'est... au Québec, déjà en partant, c'était une job qui était pour le Québec à la base, OK? On était sous le régime catholique, comme la plupart de la planète d'ailleurs, tu sais, puis... le pays était gouverné par ça. On avait des sœurs dans les écoles, on avait des... Puis à un moment donné, ça l'a changé carrément. Puis Bernard, il a arrêté de dire, pour les gens qui étaient prêts à l'entendre dans des conférences, il faut arrêter de croire, parce que croire, vous êtes assujetti à un plan invisible que vous connaissez pas. Mais là, c'est bon, on le connaît, le plan, là, on sait comment il fonctionne, puis on ne tombe pas dans le piège de vouloir faire des voyages astrales pour se valoriser, puis de penser que c'est mystique. Quand tu sais comment ça fonctionne, juste... Tu sais qu'il faut... premièrement, tu peux créer des formes dans cet astral-là parce que ça fonctionne comme ça. Pour densifier l'énergie, il faut que ça passe par l'astral en ce moment.
Puis tu peux créer... Moi, j'ai fait, OK, il y a quelques mois, je m'étais créé un idéal. Puis j'ai une amie qui fait des voyages astrales, puis j'ai demandé, est-ce que la forme que j'ai créée, elle est là? Puis elle est allée voir, puis elle m'a dit, oui, elle est là. Ah là là, c'est dingue ça. Ouais. Fait que là, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose avec qui je pouvais communiquer. Tant qu'à communiquer avec des morts qui vont me bullshit, je vais communiquer avec l'entité que moi j'ai créée parce qu'elle a l'information que moi je veux dedans, elle a l'énergie que je veux dedans, puis j'ai commencé à m'instruire avec elle. Puis ce que j'ai compris avec le temps, c'est que cette entité-là, c'est une antenne entre moi et mon double. Parce que vu que je sais déjà ce que je veux, ben, je l'ai mis dans une entité, j'ai mis une intention, puis je me connecte au plan intention première, puis clic. Je me connecte. Ouais. Puis à un moment donné, je tasse l'entité, j'en ai plus de besoin, j'en crée d'autres. Mais là, je me suis dit, est-ce que je peux me créer un peuple? Tu peux te créer quoi, t'as dit? Un quoi? Un peuple. Je pourrais me créer. Putain, et c'est vachement marrant parce que, attends, c'est complètement dingue ce que tu dis, parce qu'hier j'ai eu une conversation, tu sais, quand je t'ai dit que j'avais un rendez-vous avec un ami au téléphone. C'est quelqu'un qui est dans l'art en fait, qui est dans l'art contemporain, tout ça. Mais j'ai toujours été très proche de lui parce qu'il a gardé son âme d'enfant et il est toujours dans la découverte et l'observation de lui-même et de l'environnement, tu vois. Et hier, on a parlé de se créer complètement une famille. De se recréer des parents, de se recréer des oncles. Et alors, il est parti en freestyle complet sur son arbre généalogique. Il s'est créé un arbre généalogique, en fait. Alors, je te jure, on était morts de rire, on s'éclatait, quoi. Je disais, mais c'est génial, mais oui. Bon, excuse-moi. Oui, c'est ça. Voilà. Tu disais donc se créer un peuple. Un idéal masculin, un idéal féminin déjà. T'as le père, la mère. Mais le père, c'est quoi? La mère, c'est la volonté. Le père, c'est l'intelligence. Puis l'idéal du père, tu vas comprendre c'est quoi pour toi l'intelligence. Puis en créant ton père, tu vas voir tes lacunes, tu vas voir tes naïvetés, tu vas être capable d'ajuster le père. Tu vas être capable d'ajuster ton du père, puis en faisant la mère, tu vas être capable d'ajuster le principe de ta volonté. Voilà, c'est ça. Attends, regarde, je fais pause parce que j'enregistre et mon truc arrive à la fin. Attends, 2 secondes. Ça, c'est important de le dire que c'est important de créer. Parce que tant que tu crées pas, tu mets pas à l'extérieur de toi des formes. Et tant que tu mets pas à l'extérieur de toi des formes, bah, tu peux pas les déconstruire et les ajuster. C'est un peu la même chose que la confrontation. C'est-à-dire que tu peux être très intelligent. Tu peux être très observateur des comportements humains, des systèmes de réflexes, d'autodéfense, tout ça. Et tu peux décider de ne pas te mêler à tout ça parce que tu trouves ça stupide. Mais le problème, c'est que tu mènes pas le combat que tu dois mener. Parce que c'est ce que Valentin m'expliquait par rapport à la signification du Bhagavad Gita. C'est l'histoire d'un mec, si tu veux, qui est, je sais plus, il est roi ou je sais plus trop quoi. Et en fait, il part à la guerre. Il part à la guerre, mais il veut pas parce que de toute façon, il est intelligent ce mec. Il est pacifique. Il comprend, il sait que c'est stupide la guerre. Mais il va comprendre qu'il va être obligé de faire la guerre. Ouais, parce que ça fait partie de l'écologie dans le monde dans lequel il vit. Oui. Dans le sens. Ce que je veux dire par écologie, c'est tout le temps, c'est parce qu'ici, on est dans un monde duel. Puis, si tu comprends pas, c'est comme des 1 puis des 0, comme dans une matrice, mais ça, je trouve que le concept de la matrice, ça peut perdre les gens, ça peut les déconnecter du monde dans lequel ils vivent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on fonctionne dans un monde duel. OK? Je vais te donner un exemple. Dans une forêt, t'as des loups et des lapins, OK? Mais toi, tu veux sauver les lapins, fait que tu tues tous les loups. Mais les lapins, c'est des petits baiseurs, fait qu'ils vont se mettre à baiser puis se reproduire, puis tu vas avoir une forêt de lapins. Ouais. Mais si tu tues tous les lapins, mais là, à un moment donné, les loups vont être affamés, puis les loups vont crever, puis il faut pas toucher à la... C'est pour ça que moi, je me rends compte que plus j'évolue, moins il faut... Tu sais, l'illusion de réveiller les dormeurs, c'est de la merde. Oui, complètement. Putain, mais Jean-Luc, il l'explique très très bien. Bah, il dit que de toute façon, après, c'est nécessaire de faire ces expériences. Mais quand tu veux aider les autres... tu perturbes en fait une architecture qui est parfaite et tu peux pas, en fait, nous avec notre mental on peut pas, on n'a pas accès à cette intelligence tellement qu'elle est parfaite, parce que c'est un peu, il y a un film comme ça où on voit des hommes, pas des hommes en noir mais des sortes d'anges, tu vois, qui sont dans les mailles de la matrice et qui calculent à chaque modification, qui font des milliards de calculs pour pouvoir, je sais plus comment s'appelle ce film, il est génial, pour pouvoir réajuster la matrice. C'est trop, nous on peut pas, je veux dire, nous avec notre niveau en mathématiques en plus, enfin tu vois, non, c'est pas possible. Et Jean-Luc il expliquait, tu vois, que une fois il avait voulu, parce qu'il a un contact avec son double, tout ça, et il aidait, il y avait une famille avec une femme pauvre, et en fait ça l'avait mis en colère. Il avait dit, maintenant je veux qu'elle soit riche.
elle avait hérité, et en fait, ce que ça avait amené, c'était que de la dégradation quand elle avait reçu de l'argent. Elle a commencé à se droguer, et puis son enfant, elle l'avait perdu, elle avait placé tout ça. Donc, les plans lui avaient montré que, tu vois, tu peux pas. Tu peux pas. Tu vois? Au pire, si tu veux quelque chose pour quelqu'un, tu le demandes, mais pour toi. Exemple. Ouais. Tu veux oui. Tu te conscientises, puis tu te rends compte que t'es seul, genre. Puis t'aimerais ça tomber dans un temps où ta famille se conscientise. Mais tu vas pas aller voir ta famille puis te conscientiser, tu vas t'arranger avec ton double pour qu'il t'envoie dans un temps où, logiquement, ta famille pourrait se conscientiser. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Bah oui, je comprends parce que ça part d'un besoin. Mais ça part de ta réalité à toi. Tu ne viens pas influencer ta réalité de ta mère qui est dans sa réalité à elle. C'est ça. Influencer ta réalité à toi, c'est ta mère à toi qui va changer et non genre l'entité propre qui est ta mère. Ouais. Bah, de toute façon, oui, c'est ça. C'est que c'est tout ça. De toute façon, c'est l'inversion. On doit remettre le monde à l'endroit parce qu'il est à l'envers. Et quand tu le remets à l'endroit, bah, tout part depuis toi. Ça c'est et en soi le fait, moi je l'ai encore parce que je te dis à Noël j'ai eu un peu des tendances, je voulais un petit peu vite fait convaincre mon père et après putain ça m'a mis une telle culpabilité violente et là c'était une culpabilité constructive parce que ça m'a amené un choc où j'ai fait un cauchemar où je portais un cadavre et tout et ça c'était constructif parce que ça fait que je suis allée demander pardon à mon père de l'avoir voulu le convaincre, parce que en cherchant à le convaincre, c'était un acte de prédation. Donc comme tu dis, c'était une intrusion dans son monde et dans son système et dans sa programmation qui allait déjà en plus de ça renforcer son système d'autodéfense. Donc en fait était totalement involutif. Totalement évolutif. Parce que je renforce son système d'autodéfense, donc je crée l'inverse de ce que je veux créer, en plus de ça. Et puis, je m'acharne. Et donc, moi-même, j'involue, en fait. Tu vois? En fait, faudrait à chaque fois qu'on se positionne, non pas du point de vue de la forme, c'est pour ça que moi, je casse souvent la forme du complotisme. Il n'y a pas à se situer du niveau de la forme, il y a à se situer au niveau de l'énergie. Et d'avoir une observation quand on interagit avec l'autre au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement comme dans la prophétie des Andes, c'était vachement bien illustré. Il y avait un film très niais qui avait été fait, mais le film est très niais. Mais au moins, il a le mérite de se positionner du point de vue de l'énergie. C'est ça. Je me rends compte, moi, j'en ai parlé avec Kevin un peu. Là, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passait, la pandémie mondiale, puis tout ça. Puis moi, j'ai commencé, avant de tomber dans le documental, de regarder, j'ai regardé les francs-maçonneries. J'ai essayé, je voulais pas... Moi aussi, j'ai commencé avec la franc-maçonnerie, pareil. Je voulais pas pointer du doigt, je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Ouais. Puis ce que j'avais lu, c'est qu'eux, ils voulaient rebâtir le temple de Salomon, qui est le temple de l'épée, donc le temple du savoir, puis que, dans le fond, c'est que ces gens-là, ils voulaient créer ce qui arrive en ce moment dans un sens, sauf qu'ils ont perdu leur tête. Ils ont perdu la tête parce que c'est ça qui fait le pouvoir, tu sais, c'est luciférien le pouvoir. En fait, le problème des francs-maçons, tu vois, moi, au début, quand j'étais à Lyon, j'ai commencé à m'intéresser à la franc-maçonnerie, mais si tu veux, j'étais quasiment intéressée par même rentrer dans la franc-maçonnerie. J'étais pas du tout dans une approche, j'étais dans une approche déjà de dépolarisation bien mal. Je me disais c'est une expérience qui peut me permettre d'évoluer. Mais j'ai compris, après j'ai compris bien plus tard, mais le problème des francs-maçons c'est leur ignorance de l'occulte. Même Jacques Attali en fait, il est ignorant de l'occulte. Merde. Attends. C'est pas qu'ils sont ignorants de l'occulte, c'est que dans le fond, ce que j'avais lu, moi, c'est que eux, ils sont leur savoir, le savoir est divisé dans des loges, ok. Ouais. Certaines loges ont certaines parties de savoir, puis ils se battent ensemble pour le savoir. Puis là, il y a des non, ils se battent pas pour le savoir, ils se battent pour des vérités voilées avec du mensonge. Ouais, c'est ça, exactement. Ils se battent pour parce que tu sais ce qu'il y a dans la vérité ultime, parce qu'une fois on marchait quand on faisait Compostelle avec un gars qui avait dont un franc-maçon de 33e degré lui avait dévoilé la vérité ultime. La vérité ultime, j'étais vas-y. Et puis là, je m'étais posé la question en même temps. Je dis ouais, c'est quoi la vérité ultime? C'est que le monde est gouverné par des intelligences extraterrestres. Il fait oui, c'est ça. Je fais ouais, super, génial. De toute façon, je le savais déjà. Ouais. Et ça change rien. Comment? Ultimement, c'est quoi un extraterrestre? Le soleil? Ouais.
Ben oui, mais eux, ils sont plafonnés. Ils sont plafonnés, si tu veux, ils sont plafonnés. Parce que les extraterrestres, ou alors les formes mémorielles ou l'astral, c'est plafonné. Oui, mais les extraterrestres qu'ils voient, c'est des manifestations astrales des énergies extraterrestres qui sont sûrement des étoiles ou des planètes. Ah oui, c'est comme on disait tout à l'heure, ouais, d'accord. C'est eux autres, ils sont encore pris, parce que eux, c'était nécessaire ça à l'élévation des sociétés puis à l'élévation des masses que ça se passe comme ça, parce que avant le savoir, ce qu'on appelle le savoir occulte qui est connu, c'est parce que dans le fond c'est pour respecter les polarités. Il y a des bonnes sociétés secrètes qui sont pleines, genre les Rouge-Croix, qui sont plus pour développer la science, pour développer le psychisme, ces affaires-là, puis tu avais les sociétés plus architecturales, je te dirais. Ils faisaient de l'architecture. Au début, c'était de la maçonnerie, fait que ça oui. vraiment. Puis à un moment donné, c'était des architectures de mental, des architectures de société. Puis là, à un moment donné, c'était des gens qui, tu sais, les maçons entre eux autres. Le compagnonnage aussi, les cathédrales et tout ça aussi, ouais. Exactement. Qui étaient placés sur des points très précis, sur des zones très précises. Ouais. Les lignes telluriques, l'énergie supramentale, c'est comme de l'énergie yang, c'est de l'énergie extraplanétaire. L'énergie yin, c'est de l'énergie intraplanétaire. Terrestre. Entre les deux, c'est l'astral. C'est comme si l'énergie entre dans l'astral, elle devient mémorielle pour s'adapter à l'homme. Après ça, l'homme, il la densifie puis il la terrestrifie. Après ça, elle vient dans le noyau de la Terre. Mais cette énergie-là est toute conditionnée. Fait que, mettons, une montée de Kundalini, là. Ouais. Une montée de Kundalini, c'est l'énergie yin qui est déjà toute mémorialisée, puis tout, elle va remonter pour réveiller toutes des affaires qu'on a déjà dans le fond. D'accord, oui, c'est ce qu'on dit, tu connaîtras connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux, et en fait, c'est lié à la connaissance. Exactement. En fait, ça t'ouvre les portes de la connaissance, le fruit défendu, tout ça. Après, ça peut rendre fou aussi. Il y a d'ailleurs des nombreux cas de folie parce que il y a des gens qui savent pas ce qu'ils vont faire de cette connaissance. Et en soi, la folie, ça c'est important de le dire, la folie au sens psychiatrique du terme, c'est que tu vas avoir des afflux de connaissances ou de pouvoir, mais tu sauras pas quoi en faire et ça va te déborder et en fait ça va te couper de tes besoins essentiels. D'ailleurs, la schizophrénie, en fait, en tant que maladie, c'est une coupure de l'individu avec sa part sensible qui, elle, est connectée à ses besoins essentiels. Et ce déracinement, cette coupure, crée la folie. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi, dans notre société, on est dans un monde de fous et dans un monde aliéné, parce que les individus sont coupés de l'essentiel à cause du surplus, ce qu'on appelle la surconsommation, c'est créer des besoins non essentiels. Et donc, ça crée un état de brouillage chez l'individu qui, en fait, ne sait plus, est déraciné et aliéné, en fait. Mais il n'est pas resté dans son hors de désir. Ouais, voilà, ouais. Dès la naissance, on te gave de désirs, on t'induit plein de trucs, on te dit, ouais, mais la vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour être heureux, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Donc là, déjà, ça te crée des formes dans ton corps astral, donc là, tu veux ci, tu veux ça, tu veux ci, tu veux ça, tu veux accumuler de l'expérience, tu veux accumuler de la mémoire, tu veux accumuler, je veux vivre ça. Puis il y a déjà la mort, hein. L'astral, c'est le monde de la mort. Puis qu'est-ce qu'on veut pas faire avant de mourir? Puis tu sais, la mort, là, on est tellement sûr qu'on va mourir. C'est tellement une croyance ancrée en qu'est-ce qui nous prouve qu'on va réellement mourir? Oui, ouais. On voit des gens mourir. Il y avait un artiste qui s'appelle Gianni Motti, un Italien. J'aime beaucoup parce qu'il a vraiment beaucoup d'humour et il touche aux questions essentielles, à la vie, à la mort et au faux, à l'artifice, à tout ça. Et de manière spontanée, tu vois. Et en fait, il disait, à force qu'on nous fasse croire que l'expérience de vie, c'est 86 ans, on s'auto-conditionne à mourir à 86 ans. Moi, de toute façon, je crois qu'après, il disait, j'ai envie de mourir à 200 ans, puis ce sera comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'il avait fait aussi pour faire un pied de nez à ce conditionnement? Il avait organisé sa mort. Je crois que c'était à l'âge de 60 ans ou 50, un truc comme ça. Il avait organisé ses funérailles. Et donc lui dans un contexte très religieux italien, tout ça. Et quand il y a certains individus qui ont découvert le pot rose, en fait il a reçu des menaces de mort. Les gens voulaient en fait ils ont pris ça comme une offense suprême, tu vois. Franchement. Ah mais c'est génial ce mec, je te jure. Franchement, voir que les gens ont réagi comme ça, honnêtement. Eh ben parce que en fait remettre en question, si tu veux, la mort, c'est comme un affront à Dieu dans le système, on va dire, religieux de croyance. Donc en fait c'est un acte impie
C'est un acte impie. On peut pas remettre en question la mort parce que tous nos systèmes sont basés sur une canalisation du monde de la mort, tu comprends? Ouais. Nos religions sont basées sur des dieux qui sont créés dans le monde de la mort. Ouais, c'est ça. Notre politique est basée par un système de pouvoir qui est géré par le monde de la mort. Tout est géré par le monde de la mort. Même, c'est sûr que le monde est géré par le monde de l'esprit pour ralentir l'évolution de l'homme, mais c'est tellement coloré qu'on n'y a pas accès à ça. Puis, se réattribuer ton esprit, c'est d'être capable de premièrement, de comprendre que tu comprends pas. Puis quand tu as compris que tu comprends pas, ben déjà là, tu vas comprendre plus. Parce que tu comprends pas. Quand tu comprends pas, ben là, tu t'ébauches à vouloir apprendre. Je pense que pour moi, ce qui m'a aidé le plus dans la vie, c'est commencer à apprendre à apprendre. Me discipliner à me discipliner, genre. Puis à un moment donné, je me suis mis à comprendre certaines mécaniques, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Puis quand tu comprends, c'est vraiment important, je pense, de comprendre que que tout est sous-tendu par l'astral, mais à un moment donné, il faut comprendre l'intelligence derrière la forme. Puis quand tu fais ça, tu peux comprendre n'importe quoi. Ça peut prendre un certain temps parce que c'est dur à l'ego de comprendre qu'il peut comprendre n'importe quoi, mais on peut comprendre n'importe quoi. Vraiment. Oui. Mais pour rentrer dans cette opposition, il y a quand même pour reprendre l'exemple de l'artiste italien qui défie la mort, enfin qui décide de mettre en scène sa mort, c'est comme un pied de nez à la mort, c'est comme dire fuck à la mort. Le point de départ, puisque ce monde est régi par la mort, c'est de confronter la mort, c'est de se rebeller contre l'ordre de la mort, donc l'ordre des dieux, l'ordre de la mémoire, et c'est de s'attirer forcément les foudres à soi-même, parce que tu sors d'un conditionnement, tu sors d'un ordre qui te soumet en tant que déjà mort, si tu veux, en tant que déjà mort. C'est pour ça que j'aime bien dire, quand les gens parlent d'intelligence artificielle, ils ont peur et tout, je dis mais on est des robots, on est régi depuis l'origine par l'intelligence artificielle. On n'est pas vivant. Donc on le devient comment? En confrontant cet ordre-là. Donc tu commences par la confrontation, notamment par la parole, et à partir du moment où tu as suffisamment mené de confrontation et d'opposition à cet ordre-là, à ce moment-là, tu rentres en vibration et tu peux rentrer dans du savoir et tu peux commencer peut-être potentiellement à utiliser l'astral et les formes pour toi-même, pour ce qu'elles peuvent t'apporter. Mais tu es obligé de mener le combat au départ, sinon ça marche pas. Le concept de robot, là, c'est vrai qu'on est des robots, sauf que nos robots, ils fonctionnent à quoi? À l'énergie. Cette énergie-là, elle vient d'en haut depuis toujours, OK? Sauf que nous, on est sûr qu'elle vient d'en bas. Fait qu'on reçoit l'énergie, puis direct, on la donne en bas, tu comprends? On regarde notre Dieu en haut, mais le Dieu, il est en bas. Autrement dit, notre Dieu, c'est l'énergie de la Terre. La Terre, c'est comme le Dieu ultime, mais c'est le pire problème. Pas parce que la Terre, c'est de la merde, parce qu'on y est assujetti, parce qu'on est on a appris qu'on est les enfants de la Terre, tandis que tout ce qui constitue la Terre vient de l'extra-planétaire. Autrement dit, c'est le Soleil qui fait en sorte que la Terre existe, c'est comme un noyau d'atomes. Puis, là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de se reconnecter du bon côté. On se reconnecte du haut vers le bas, mais pas de façon verticale, mais de façon horizontale. Autrement dit, au lieu de regarder le haut, de en bas à genoux, on se met debout, on reçoit en haut, puis on fait qu'est-ce qu'on veut, parce qu'on n'est plus manipulé par en dessous. Oui, ça c'est encore la phrase de Nietzsche, hein. Vous regardez en haut quand vous cherchez l'élévation, mais moi je regarde depuis en haut parce que je suis élevé. Et voilà. Et c'est ça, c'est cette inversion. Quand tu commences à regarder le monde depuis ton inversion, donc depuis là-haut, parce que c'est comme ça que tu es à l'endroit, ça change complètement ta relation aux formes, aux autres, et ça devient créatif. Attends, il y a ce putain de chat qui me fait encore chier. Ah. Pardon. Putain de chat. C'est bon. Ça va, il est quelle heure pour toi là du coup? Il est 2h 3h47. Moi il est 9h47. Enlève 6h. Bon là on a enregistré pendant une demi-heure plus 17 minutes.
Tu voulais continuer ou pas? Bon, ouais. Moi, j'aime ça me dérange pas, ça me fait du bien. Parce que j'ai reçu plein. Honnêtement, depuis quelques jours, là, j'essaie de faire des techniques. Premièrement, les isométries cérébrales, ça m'aide beaucoup. Les quoi? Les quoi, t'as dit? J'ai pas entendu. C'est de l'isométrie cérébrale. C'est que tu comptes genre 1, 2, 3. Après ça, tu recommences un deuxième comptage. 1, mais tu continues le premier 4, 2, 5, oh là 3, là. jusqu'à 10. Jusqu'à 10 les deux. Puis après ça, il faut que tu comptes 10 fois. Faut que tu fasses ça 10 fois. Fait que tu fais les deux comptages. Fait que tu crées deux sections dans ta tête. Une pour compter à gauche, une pour compter à droite. Puis une troisième où tu vas compter tes comptages. Oui, donc en fait, ça te fait une plasticité. Ça te recrée à la fois un contact entre tes deux hémisphères et en même temps, ça te développe une plasticité parce que tu arrives à gérer deux trucs en même temps dans ton cerveau. 3 trucs. Parce que tu as les deux comptages. Puis oh tu as là le comptage des comptages. Ah ouais, d'accord. Parce que check, t'as un comptage double, puis il faut que tu comptes le nombre de fois que tu fais tes comptages doubles. Fait qu'il y a 3 sections. Waouh! Ouais, mais c'est des techniques de Kemp. Il y en a ouais, plein. Ouais. J'ai un cahier plein de techniques. J'en ai pour 2 ans, genre de techniques. Puis ça explique tout. Ce qui est intéressant, c'est que ça explique tout qu'est-ce qui vient avec. Genre, ce que ça fait concrètement au cerveau, ce que ça vient stimuler comme zone, ce que ça peut développer à long terme, des trucs comme ça. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ce que je faisais, moi, c'est que là, j'ai essayé, mais j'avais du mal quand même. C'est que j'écoutais la conférence de Jean-Luc et en même temps, je relisais Ainsi parlait Zarathustra. Mais bon, c'est pas évident, j'ai du mal encore. C'est quoi au juste? Zarathustra? Bah, c'est le bouquin de Nietzsche. Ah, Nietzsche. Bah, c'est des paraboles. C'est essentiellement des paraboles. Mais ça parle, en fait, si tu veux, de l'effondrement moral qu'on est en train de vivre en ce moment. D'un point de vue parabolique. parabolique. non, mais c'est normal qu'on vive ça, là, honnêtement. Et puis l'avènement de l'homme nouveau, mais parce que lui, il l'appelle le surhomme. Mais le surhomme parce qu'il s'élève au-dessus des hommes, mais il y a jamais eu d'homme, donc on peut même pas parler de surhomme, mais en fait on devrait parler d'homme. Mais bon, c'était une façon de parler. Comment? Il y a des animaux humains, puis là on commence à vivre de l'être-té. Ouais. Mais animaux pas au sens bestial, mais au sens animique, âme. Oui. Conditionné par les mémoires, par les mécanismes, par... Ouais. Mais tu sais, là, ce que ça va faire, ça, c'est qu'on est en train de créer dans le cerveau des structures cellulaires. On est en train de réapprendre à avoir des cerveaux d'enfants. Puis ça veut dire que la réalité va tellement changer, là. On n'a même pas idée du territoire mental sur lequel on foule le pied, honnêtement. Si tu me dis, OK, que le truc le plus fantasmagorique que tu peux t'imaginer, c'est même pas 1% de tout ce qui est possible. Puis là, on est en train d'entrer dans le tout est possible au lieu d'entrer dans le Dieu a dit que ça c'est bien et ça c'est mal. On est en train déjà de passer de bien et mal, intelligent et stupide face à des lois énergétiques et non face à un code moral et émotionnel. On va déjà développer une émotivité plus intelligente. Tu sais, c'est pas intelligent de pleurer, là. Je veux dire, c'est pas intelligent de pas pleurer, je veux dire, c'est intelligent de... Tu sais, quand tu vois quelque chose qui est pas esthétique, qui est pas intelligent, qui est pas beau, c'est triste. Quand tu vois un enfant qui pleure parce qu'il voit pas sa mère, moi, je suis ému, tu sais, je suis pas un trou de cul sans cœur non plus, là. J'écoute des films puis je pleure comme tout le monde, là, ça me fait du bien. Ouais. Mais je veux dire... Mais c'est l'assujettissement qui en soi le problème, c'est pas les émotions. En plus, l'information se cristallise dans l'eau, puis quand tu pleures, tu peux rejeter des mémoires comme ça, tu savais? Ouais. Ah ouais. Ça, c'est vraiment utile. La colère, c'est que tu surstimules ton cerveau, tu surstimules tes intestins pour aller faire monter un feu. La joie, ça stimule le cerveau, puis ça peut recréer des... Oui, la colère, c'est ce qui vient des tripes, hein, c'est sûr. Ouais, exactement. Mais la peur, par exemple, c'est sûr que la peur, ça peut te permettre de comprendre tes lacunes, mais à part ça, la peur,
c'est une des émotions parce que ça découle tout du stress et des tensions au niveau nerveux. Ouais, oui. En fait, si tu veux, par rapport aux émotions, alors là où je suis en train d'écrire un truc par rapport à ça, mais c'est parce que ça reste mon sujet sur lequel je tourne depuis un moment, c'est les chocs traumatiques. Parce que tu sais, on est multidimensionnel, on a le choc de la naissance, après on a des chocs dans notre expérience de vie, mais sur plein de plans, il y a le choc, on va dire, originel, le choc cosmique, ou peu importe. En soi, un choc, c'est un événement dans la vie au cours duquel l'individu n'a pas pu se laisser traverser par l'intégrité des émotions qu'il aurait dû être traversé parce que c'était trop fort. Donc, dans la vie, il va y avoir des situations qui vont te permettre de pouvoir te laisser à nouveau traverser par les émotions. Par exemple, l'émotion qui est liée au chagrin d'amour, le déchirement au niveau du cœur, du chagrin d'amour, c'est une émotion. Quand tu vis un chagrin d'amour qui est trop fort, tu peux pas être traversé totalement par l'intégrité. Donc après, tu as besoin de revivre. Comme moi, par exemple, il y a 2 ans, j'ai revécu avec une intensité vraiment très très importante le déchirement amoureux. Avec mon compagnon de l'époque, il y a eu une pièce de théâtre qui s'est dressée et puis j'ai revécu ça, qui était en fait lié à une trahison mais certainement dans une autre vie, hein, c'était même pas dans cette vie-là. Et du coup, j'ai pu pleurer, j'ai pu libérer ces mémoires. Et bon, tu sais que c'est suffisamment libéré quand la pièce de théâtre ne se présente plus devant ta vie avec le scénario de la trahison. Mais ça c'est continuellement parce que il y a toujours des réserves, si tu veux, de rétention émotionnelle qui n'ont pas été traversées. Et en plus de ça, plus tu avances, plus tu entres dans les profondeurs et dans une obscurité aussi et dans un insondable aussi. Tu peux même être traversé par des peurs qui t'appartiennent pas vraiment, dans le sens qui appartiennent plus, on va dire, à la mémoire de l'humanité, des trucs très très profonds. Même Bernard jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, même quelques heures avant, enfin non, je sais pas, mais c'est Jean-Luc qui racontait ça parce qu'il avait assisté à sa mort et tout, tu vois. Il a quand même été. D'ailleurs, il y avait eu un moment apparemment où il avait pris des antidouleurs parce qu'il souffrait beaucoup et tout. Et genre, il était dans un monde, waouh, costaud, enfin, tu vois, où il traversait des zones très obscures. Et c'est une fiction de croire qu'on se libère de la peur ou des terreurs ou tout ça, parce que c'est justement la capacité de l'homme, c'est sa capacité à transformer de la ténèbre en lumière. Donc forcément, pour qu'il la transforme, il faut qu'il aille la traverser. Et c'est toute la vie qu'on va quand même traverser des zones. Tant qu'il va avoir un astral sur la Terre, tant qu'on va vivre dans un monde duel où on a un astral où tout est polarisé, en fait, on n'aura pas le choix de vivre des peurs et vivre des craintes pour transmuter la réalité dans laquelle on la vit. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est assez ingrat. C'est le travail de l'homme aussi encore actuellement. Mais encore une fois, l'erreur serait de croire qu'on peut se tenir à distance de ça et ne pas faire le travail et rester dans sa bulle de compréhension, dans sa bulle d'irréalité, parce qu'en soi la compréhension, si c'est que intellectuel et que c'est que mental et que c'est pas verbal, bah en fait c'est irréel, c'est se protéger et en fait tu vis pas. En fait c'est ça. Moi j'ai du mal, c'est de se maintenir dans ce monde uniquement de compréhension, d'idées mentales, mais de pas vouloir vivre les confrontations et tout ça, tu vois. J'ai jamais entendu Bernard de Montréal ou même Daniel Kemp dire « Moi, je suis un homme nouveau. » Jamais, 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 jamais. Ouais. Je les ai entendus d'en parler comme d'un idéal. Oui, un idéal, c'est ça. Dans les prochaines années, mais pas les prochaines années, dans 5-10 ans. Ouais, moi, je pense c'est ça. Ça vient un jour. C'est ça. Attends, je te fais pause parce que j'arrive à la fin de la deuxième partie parce que... Attends. Voilà, c'est bon. Oui, comme un idéal, tu disais, ouais. Ouais, c'est ça, je disais que... C'est comme si c'était des formes qui ont créé à partir des lois de l'énergie ou avec sûrement beaucoup de voyance aussi, parce que les gars étaient capables de voir dans l'avenir. Ils étaient en contact avec des versions de eux-mêmes qui sont dans les futurs potentiels. Donc, de penser que ces gars-là se réincarneront plus, je ne le sais pas. Déjà, là, oui.
Mais c'est des travailleurs ou des bâtisseurs, comme on pourrait reprendre le terme un peu. Oui, exactement. Et ils font travail, ils ont fait travail. Initiés à la science de la vie, c'est qu'ils sont, ils sont initiés au mécanisme du temps, du cosmos, en fait, pour être capable de l'expliquer à l'homme. Puis même eux, c'est pas des gars qui détiennent le savoir ultime, c'est des gars qui détiennent le savoir ultime du temps dans lequel ils sont incarnés, parce que jamais qu'ils vont donner l'information à un homme qui est pas capable de la comprendre. Oui, puis comme tu le disais, Bernard, c'était lié au Québec aussi, c'était par rapport au Québec. Et tu vois, en ce sens... Non, mais Bernard, il a éventuellement fait un job au travail mondial, mais à la base, son message d'assujettissement à l'astral, c'était surtout pour un Québec qui était à genoux devant Dieu, puis qui était à genoux devant plein d'égrégores. Ouais. Et tu vois, tu observes que en fait c'était des travailleurs et qu'ils ont travaillé à faire advenir l'homme nouveau pour l'homme nouveau, un peu comme des amoureux de cet homme, des amoureux de l'homme, parce que de toute façon on dit souvent ouais, Bernard n'a pas d'amour, alors là ça m'énerve parce que c'était un amoureux de l'homme, tu vois. Et oui, c'est un amour paternel. Ouais, bon, bref. En fait, tu vois que c'était des travailleurs parce que autour de ces gens-là, autour de Bernard de Montréal, il y a plein de travailleurs qui ont émergé. Quand tu prends un mec comme Jean-Luc ou tu prends Daniel Ménard, qui fait des vidéos très simples, très pratiques, qui amènent vraiment du sens pratique pour te permettre de structurer dans ta vie et de te ramener à de l'essentiel, comme la conférence Se créer un mode de vie, qui est une conférence vraiment mais géniale. Bah, tu vois que c'était des bâtisseurs. Ils ont amené ils ont amené tout un réseau d'individualité pour qui travaillent en fait au service de l'homme, quoi, tu vois, et de l'évolution de la conscience. Mais avant tout, le travail de ces gars-là, autant un Claude que n'importe quel autre, quelqu'un qui a, premièrement, moi je me dis qu'il y a un code de base quand tu veux t'en aller dans le supramental, ça c'est vraiment important, là. La première règle de base, c'est que t'es pas un maître. Déjà, ça, c'est le truc le plus important. Même si tu as un job à faire auprès du peuple d'initié, tu n'es pas un maître et tu détiens aucune calice de vérité sur personne. Puis ça, les gars, ils l'ont dit souvent. Oui, après, attends, je t'apporte une petite nuance. Yannick, c'est que il faut quand même préciser que dans tous les cas, tu as quand même des expériences à faire. Le plus grand danger, ce serait de ne rien faire. C'est l'inertie, c'est de pas parler, c'est de pas se lancer. Et quand tu te lances, forcément, tu fais des expériences où tu vas vouloir sauver, aider les autres. Tu passes forcément un peu par là pour comprendre que en fait, tu es en train de perturber les lois de l'énergie et qu'il faut surtout pas faire ça. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que présentement, il y a beaucoup de gens on est de plus en plus qui vont parler, puis je pense qu'il y a des choses qui sont... Moi, je parle de mon expérience à moi, puis je me rends compte que... Mon chat vient me déranger. Je me rends compte qu'il y a des trucs importants à savoir, puis c'est que il faut pas éduquer les gens sur comment vivre, il faut instruire les gens sur comment les mécaniques fonctionnent. Puis ça, c'est juste par le vécu que tu peux le comprendre, ou par une initiation, on peut coloration du mot vécu, là, mais c'est que ce qui est important à savoir, c'est que là, on aide les gens à se connecter à leur propre réalité. Fait que, oui. Ben, c'est ça. Il faut pas dire aux gens la réalité, c'est ça. Mais regarde, Yannick. Tu sais, j'ai posé la question à mon esprit, pourquoi est-ce qu'il faut que je laisse mes vidéos YouTube? Parce que j'ai été après rongée par la culpabilité, parce que j'ai fait des vidéos où je chialais, où je m'exposais en chialant, en plus je parle de David Bowie, enfin la honte totale, tu vois, j'ai vraiment la honte. Vraiment, je te jure, là, au début d'année, je dit, ah non, mais comment j'ai pu faire ça? Et j'ai posé la question à mon esprit, j'ai dit, est-ce que je dois laisser les vidéos ou est-ce que je dois les enlever? Parce que là, il me dit, non, tu dois les laisser. Parce que, en fait, tu te montres faillible, et c'est important que tu te montres faillible, parce que comme ça permet de casser de l'idéal ou de la pression pour que les gens, eux, ils puissent oser se montrer tels qu'ils sont, parce qu'il y a d'abord un travail de reconnexion avec soi-même, l'acceptation de soi, de tout ça, de mise en confiance, pour ensuite pouvoir entrer après, quand tu dis il faut expliquer les mécaniques, là on rentre dans la science, de la psychologie ou de différents domaines, et ce qui est le plus intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir entrer dans cette science. Mais pour pouvoir entrer dans cette science, il y a un travail au préalable de guérison, tu vois, de guérison de l'âme, qui doit être fait. Sinon ces blessures d'âme, elles vont entrer en parasitage, et en parasitage avec la science de l'individu, tu vois. Bah oui. Donc je les laisse.
Ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est super bon des gens qui passent par la spiritualité, puis de pas cracher sur la spiritualité, parce qu'il y a des clips à Reddit. Il faut que tu en prennes soin de ton crise de corps astral, parce que si il y a bien des gens qui découvrent le supramental, qui vont décrocher sur tout le reste, mais il y a peut-être des clips qui ont besoin d'aller chercher dans ces domaines-là, tu comprends? Ah, ben carrément. Ils vont juste prendre soin de leur corps Attends, mental, tu sais, l'univers mental, mais déconnecter d'eux-mêmes réellement. Je vais te dire même un truc, c'est que utiliser le matériel supramental pour compenser une blessure d'âme, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Oui, mais pour comprendre la mécanique qui sous-tend cette blessure, ça peut être très utile. Utiliser ça pour comprendre la mécanique, oui, parce que quand tu comprends une mécanique, tu mets de la lumière, donc tu crées du détachement, et en créant du détachement, tu peux t'observer, et par l'observation, tu peux justement guérir, en effet. Mais encore qu'il y a certains qui utilisent le matériel comme système de compensation, donc non pas pour en guérir, mais pour s'illusionner à nouveau dans des nouvelles formes et pour se donner une apparence de force, parce que quand t'écoutes Bernard, tu dis waouh, c'est Superman, le man il est super fort. Moi je veux être un Superman parce que je veux pas être faible et je veux pas être, tu vois, donc je veux compenser machin, et après ça crée des sortes de petits démons, tu vois, donc c'est dangereux. Ah, mais déjà là, pour casser cette forme-là, t'as juste à écouter Bernard ses premières années puis ses dernières années, tu vas voir qu'il dit pas la même chose pantoute. Ça veut dire que même lui, il a échangé. Oui, bien sûr. J'ai trouvé intéressant, là, qu'est-ce qui peut casser toute forme de fanatisme, c'est que j'écoutais Daniel qui disait tantôt, il dit, moi, si je fais c'était dans ses premières années, il dit, moi, je parle pour apprendre. Les premières années, il a fait comme nous. Il parlait pour s'instruire lui-même. Ça veut dire que même ces gars-là, il faut pas les croire, tu vois, parce que ces gars-là, même Bernard, il l'a déjà dit, ça, moi, je parle en conférence parce que c'est le même que j'apprends. Puis quand je suis seul, je parle pas de ces affaires-là. Moi, j'ai une vie comme tout le monde. Puis je pense que c'est ça qui va définir. C'est pas des gars qui sont là pour être dans un temple et impressionner personne. Ils ont pas le choix de le faire parce que je pense que les gars-là, à la base, ils voulaient faire ça. Ils ont genre pas eu le choix. Parce que c'était des gars qui... Premièrement, ils n'ont pas fait ça pour les gens. Parce que on n'est pas là pour se missionner, puis on n'a pas de job à faire. Moi, premièrement, je fais des vidéos parce que... Je vais parler de moi, là, parce que celle-là, je peux pas parler des autres. Mais oui, mais parce qu'on en revient toujours... Tu vois, ça partait d'un besoin. Ça partait d'un besoin. C'est bien la différence avec le désir. Le désir, c'est lié au pouvoir. C'est lié au pouvoir et à la... Comment ? C'est même pas un besoin, parce qu'un besoin, ça voudrait dire que c'est essentiel à leur survie. Mais oui, mais c'est... Oui, mais les besoins, il y a plein de gammes. Il y a plein de gammes de besoins, parce que quand tu parles pour comprendre, ça parle d'un besoin de compréhension. C'est vital. C'est vital. Comment? Mais il n'y a rien vraiment à comprendre. Mais oui, il y a des choses à comprendre. C'est sûr qu'il y a des petites... Mais... Non, il n'y a rien à comprendre, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien à comprendre. Mais la recherche est inévitable. Tu peux pas genre te lever dans la tête et savoir tout l'univers. Tu as besoin de faire... Il faut que tu comprennes que tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je me rends compte que si j'ai envie de m'enregistrer et de faire une vidéo dans l'optique de parler aux autres, l'énergie passe mal. Si je le fais parce que j'ai besoin de parler, parce que je le ressens que j'ai besoin de parler, pas parce que j'ai besoin de parler aux gens, mais parce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose, puis que c'est juste en mettant des mots dessus, en m'enregistrant, exemple. Puis moi, je le fais surtout pour casser mon ego, là, genre, j'ai vraiment peur de ce que les gens pensent, fait que je m'en fous, tu sais, je le fais. Puis ça change. Maintenant, je m'en fous de plus en plus. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand je parle pour les autres, pour plaire aux gens, pour ci, pour ça, l'information passe mal parce que je le ressens dans ma vibration que je vais parler pour une certaine raison. Tandis que si je fais une vidéo parce que j'ai besoin de mettre il y a des trucs qui me travaillent, puis j'ai besoin de les passer du canal à ma voix, de les faire descendre dans mon canal vocal, le canal vocal. C'est pas la même tonalité, c'est pas la même fréquence, carrément. Non, parce que c'est une pensée, c'est mort, ça. Tandis que la voix, ça a de la vie. Putain, et c'est dingue ce que tu dis, parce que tu vois, moi j'ai même parfois assisté, parce qu'en fait j'ai une amie que ça fait peut-être 15 ans qu'on s'appelle, c'est une amie artiste et tout, ça fait peut-être 15 ans qu'on s'appelle pour se parler et tout ça, et j'ai eu avec elle, si tu veux, je me suis vraiment, elle m'a aidé beaucoup à me former et à parler, tout ça. Enfin, c'est surtout moi qui parlais beaucoup d'ailleurs, mais elle aussi elle parlait, et d'ailleurs ça a commencé par des écrits d'abord, et
j'ai observé même un changement au niveau de comment on appelle ça, dans la voix, de la tonalité de la voix. Ouais. Quand j'essayais de lui expliquer la vie, tu vois, je lui parlais comme ça. Mais écoute, voyons Delphine, je vais t'expliquer la vie. Voilà. Et là j'étais dans mes formes mémorielles, un peu de prédation, tout ça. Et quand je rentrais vraiment dans mon énergie, dans mon vortex, je rentrais en transe en fait avec elle, mais en transe de moi-même. Et ben là, ça n'avait rien à voir. Et elle-même, elle était en fait énergisée et elle disait des trucs. Et nous deux, en fait, on se comprenait. Les trucs qu'on avait besoin de se comprendre pour nous-mêmes, mais pas pour convaincre l'autre. C'était juste pour se comprendre nous-mêmes, tu vois. En fait, on se rendait service l'une l'autre sans forcément trop le savoir. Mais pas pour ce qu'on croyait. C'est-à-dire que moi, je croyais encore que j'avais des trucs à lui dire, j'avais rien à lui dire, j'avais juste à rentrer dans ma dimension. Comment? C'est tout le temps ça. Ouais. On arrive tout le temps dans une situation, mais jamais pour les raisons qu'on pense. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément, ouais. Et d'ailleurs, en fait, tu sais, les plans, j'ai l'impression, non, c'est sûr, ils font ça, ils nous foutent des carottes, ils nous mettent des carottes, tu sais, ils nous font avancer, tiens, va là, bouffon, enfin, pas bouffon, mais, allez, mon petit pantin, vas-y, va là. Donc, toi, tu crois que tu cours, mais ce qui est bien, c'est que quand tu cours, t'es dans le mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est l'énergie du mouvement, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est comme les 3 Aleph, après ça, les 7 Aleph, après ça. C'est qui Aleph, man? Je veux le rencontrer, ce gars-là. Oh non, putain, moi j'aime pas ce mot, ça m'a toujours énervé. Oh, les Aleph. Oh, alors comment on fait pour l'intégration de l'Aleph, machin? Oh là là, attends, moi je suis plus à l'école, j'ai plus envie d'y retourner, c'est bon. Non, mais tu sais, c'est des principes. Je comprends. Bah, tu vas peut-être me l'expliquer? Tu peux peut-être me l'expliquer? La volonté, c'est l'intelligence, volonté, amour, c'est la volonté, c'est le pôle négatif. Ouais. C'est la volonté, ça vient de nos plus profonds. Puis négatif, pas au sens, vraiment au sens électrique du terme. Ouais, au sens énergie, ouais. Puis l'intelligence, c'est le pôle positif parce que c'est une stimulation énergétique, puis c'est par là que ça descend. Puis quand que tu réussis à calibrer, à équilibrer les deux pôles, donc à intégrer le principe de l'amour et de l'intelligence, là, tu as un double éthérique. Tu comprends? Ça veut dire que tu as un éthérique inférieur et tu as un éthérique supérieur. Un double éthérique. Donc, tu as des énergies internes et des énergies qui descendent. Ok. Quand tu as ce double-là qui est formé, ben, l'énergie, quand que tu réussis à calibrer cette deuxième énergie-là, troisième énergie qui est le résultat des deux, le mariage intérieur, qui est l'amour. Ah ouais, donc l'amour, ok, donc l'amour c'est genre pour toi à l'instant T, ce serait c'est le principe d'union entre deux principes quoi. Entre le principe féminin et le principe masculin. Entre la femme, puis c'est pour ça que la première initiation, c'est vraiment l'initiation par le couple, parce que tu vas aller chercher ton opposé. Ben, je dis première initiation, mais il n'y a pas d'ordre vraiment, mais ça fait, c'est vraiment pour intégrer le principe opposé au tien, t'as pas le choix de passer par là, c'est de vivre avec le sexe opposé pour être capable d'aller chercher la femme en toi, mais d'un point de vue énergétique, ou l'homme en toi d'un point de vue... Ouais, tu le vis à l'extérieur pour ensuite pouvoir l'intégrer, ouais. Mais ce qu'il y a un truc que je comprenais pas, c'est tout à l'heure pourquoi t'as dit que la femme c'était la volonté et l'homme l'intelligence. J'ai pas compris ça. Parce que la volonté, c'est le principe négatif, c'est le principe c'est l'instinct maternel. Ah, d'accord. Tandis que l'intelligence, c'est le principe actif. La femme, c'est le contenant, parce qu'elle a plus de contenance que l'homme. Puis l'homme, c'est le contenu, c'est le principe actif. Tu sais, un gars, ça veut faire ci, un gars, c'est ça, je comprends ce que je veux dire. Tandis qu'une femme, c'est sensible, c'est proche de sa nature énergétique, c'est proche de... C'est ça la différence entre les deux. Tu sais, j'ai remarqué, il y a beaucoup de les gars dans les gars dans le milieu supramental, c'est tous des gars qui veulent ils sont dans l'intelligence, ils sont là, ils sont dedans, je veux faire ci, je veux faire ça. Tandis que les femmes, eux autres, ils sont dans leur volonté prépersonnelle. Moi, je m'en fous, ça va arriver de toute façon. Mais attends, parce qu'il y a de plein de mots. J'ai jamais compris, ça veut dire quoi, prépersonnel, là? Ok, c'est que, dans le fond, c'est pas toi vu que c'est pas toi qui penses, toi, t'es le personnage, ok? Ouais. Toi, t'es la résultante de... Mais tu sais, prépersonnel, ça veut juste dire égoïquement prépersonnel. Ça veut dire que c'est pas l'ego qui contrôle. Prépersonnel, ça veut dire que c'est la volonté d'un plan supérieur au plan matériel, mettons, qui prime sur ce qui va arriver dans la matière. Ah, d'accord, ok. Donc la volonté, elle est pas personnelle, elle vient pas de la personnalité. Ah oui, prépersonnel. Ah, d'accord. Ouais, c'est d'accord. pour ça qu'on parlait dans les... Tu sais, comme exemple, le concept de la volonté du père.
c'est pas genre le Père dans le ciel, même si c'est pas des dieux. Là. Le Père dans le ciel, dans le fond, c'est que tu prends ton corps. Mettons, moi, j'ai mon corps astral à personnaliser, je demande la volonté du Père. C'est mon corps mental qui va venir. Hey, le mental, qu'est-ce que tu ferais? Parce que là, je suis dans mes émotions. Donc là, une idée, vu que tu te réfères à quelque chose qui est extérieur à ton ego, dans ta psychologie, c'est une bilocation de conscience, le double éthérique, autrement dit. Tu viens demander, hey, qu'est-ce que tu ferais, toi, le mental? Tu peux dire non, tu peux l'appeler le double. Ouais. D'avoir une réponse, puis là, ben, ça va être une réponse intelligente. Si c'est pas intelligent, tu ne le prends pas. Mais c'est comme ça que tu fais l'ajustement de ton corps astral. Puis là, quand ton corps astral est ajusté, tu le sais, tu ajustes le corps mental avec l'énergie supramentale. Puis là, tu montes les échelons comme ça jusqu'à avoir cet corps plus personnalisé. D'accord. Ouais. Attends, j'ai juste une question. Donc, volonté prépersonnelle. Alors, est-ce que ça voudrait dire que il peut y avoir à un moment donné une volonté qui soit plus prépersonnelle, enfin non, qui soit identitaire, propre à l'individu? Pas vraiment. Non, parce que il explique Jean-Luc. En fait, Jean-Luc il explique. Jean-Luc il explique que finalement. Y a pas, parce qu'il n'y a pas de libre arbitre, parce qu'en fait tout est toujours donné, et ça c'est difficile à accepter parce que tu te dis que t'es en fait toujours manipulé, parce qu'au début tu comprends la manipulation, le mensonge cosmique, l'astral et tout, puis après tu te rends compte qu'en fait t'es manipulé aussi par les plans de la vie, tout ça. Donc tu voudrais encore te rebeller contre un nouveau d'ordre et dire maintenant c'est moi, j'ai le droit d'avoir une volonté personnelle. Enfin, je veux une volonté personnelle. Mais quand tu grandis en conscience, ici, je suis d'accord avec toi pour ici, mais à un moment donné, tu vas être capable d'aller te promener sur les autres plans puis de voir d'autres choses. Puis je parle pas de l'astral, je te parle d'être capable d'aller voir dans les temps, tu vas être capable de comprendre des choses, puis déjà là, créativement, tu vas manifester plus de trucs. Mais c'est pas toi qui décides, ça va déjà être la volonté de ton double, ça va être la volonté de tout est possible, hein. Puis, honnêtement, t'as pas le choix, à un moment donné, c'est comme Kevin il dit, hein, d'avoir des parts dans la compagnie, puis qu'à un moment donné, Chris, vous me descendez de l'intelligence, je veux une vie à la hauteur de l'intelligence que vous me donnez, tu comprends? Puis c'est vrai que la volonté est prépersonnelle parce que c'est pas toi qui décide, mais on n'est plus des serviteurs, on est rendu à l'âge de servir. Je dirais que j'ai le droit d'avoir du type, j'ai le droit d'avoir du cash. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'énergie, c'est une vie matérielle confortable, En fait, la seule chose qu'on peut manifester, la seule chose qu'on peut manifester par rapport au double et par rapport au plan, c'est de leur dire. Alors quand tu dis j'exige, bien sûr, à condition que ce soit, encore une fois, ce soit lié à un besoin. Dans le sens, tu leur informes quoi? Tu leur informes que tu es prêt, parce que si tu le fais pas, tu peux attendre bien longtemps. En fait, le double, il attend que tu te manifestes. Hein, beaucoup d'appelés, peu d'élus, ça veut dire, attends, quand est-ce qu'à un moment donné, tu vas t'élire toi-même, tu vas te dire à ton double, voilà, regarde, là, je suis prêt, mais en fait, il va, comme ce que je disais au début, c'est qu'il va sonder, parce que c'est des sondes, en fait, il va sonder ton degré de conviction. D'ailleurs, on en parlait, le fait que si on croyait, dans le sens croire, dans le sens savoir, en fait, dans le sens savoir absolu, parce qu'en fait, de la croyance au savoir, c'est quoi? C'est une évacuation lente et progressive du doute. En fait, le savoir, c'est de la croyance sans le doute. Donc, tu arrives à un niveau où tu montres avec conviction que là c'est pas des conneries. Là, t'as besoin de ça. Et comment tu vas montrer à ton double que tu sais que t'as besoin de ça? Tu vas lui dire j'ai besoin de ça, et tu vas lui dire directement pourquoi tu as besoin de ça. J'ai besoin de ça parce que j'ai besoin que ça, parce que ça va m'apporter ça et ça. Parce que si tu vas avoir des parts dans la compagnie, il faut que tu te fasses valoir. Ouais, c'est ça. Moi, c'est souvent ça que je fais quand je veux entretenir une décision, que je fais une demande. C'est comme si je vais voir mon employeur, j'arrive, souvent je prends un crayon, je prends un papier, je demande quelque chose. Là, je prends le temps d'expliquer l'intelligence, qu'est-ce que ça peut me faire travailler. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis, généralement, je découvre l'intelligence derrière ce que je demande. C'est vraiment, parce que c'est tout le temps l'intelligence que tu veux demander.
Sauf si c'est, mettons, un désir égoïque ou un désir astral, mais la plupart du temps, quand tu veux... Ben, Moi, honnêtement, mon but ultime dans ma vie, c'est de me prouver que tout est possible. Mais pas de me prouver égoïquement, mais juste de laisser des traces énergétiques du possible. Pas pour sauver le monde, pas pour... C'est un défi que je me lance, j'ai rien à perdre, j'ai rien à faire, je m'emmerde, tu comprends? Oui. Oui. Ouais. Pour ça, il faut que j'ai une connaissance absolue et totale des mécaniques. Oui. Puis pour ça, si je veux avoir ça, premièrement, il faut que j'apprenne. Il y a une crise de grosse épuration à faire, là. Ouais. Je veux dire, c'est pas demain matin, là. Alors, tu vois, quand tu dis comprendre les mécaniques, quand tu dis je prends une feuille, je dis pourquoi telle chose va m'être profitable, enfin pas profitable mais bénéfique, enfin peu importe les termes, on s'en fout. Et ben en fait tu vas commencer à détailler, tu vas commencer à tout simplement à mettre à découvrir que c'était intelligent. Et la différence entre le désir et le besoin, c'est qu'en fait le désir c'est voilé. C'est voilé parce que si tu te posais, si une femme par exemple qui désire un homme, ok, se pose réellement la question: pourquoi je désire cet homme? Qu'est-ce qui fait que je suis attirée par cet homme? Bah, elle va commencer en fait à mettre de l'intelligence, et soit dans une position, soit elle va son désir va complètement disparaître parce que elle aura dévoilé le mystère. Soit elle va réaliser que derrière ce désir se cachait un besoin de quoi? Un besoin de l'autre, c'est-à-dire un besoin d'ailleurs, donc un besoin d'intégrer un principe qu'elle n'a pas pu intégrer, donc un principe masculin ou autre. Comment? Pourquoi j'aurais besoin d'une initiation de toute façon? Moi, c'est pas un besoin. Je veux dire, je vois, il y a des milliards de gens sur la Terre qui vivent bien normalement, puis moi, je pourrais continuer ma vie sans cette intégration-là. J'ai pas besoin de l'intégration, c'est un désir. J'aime pas le mot besoin parce que le mot besoin, c'est une imposition sur ma conscience. Tu veux dire que tu es assujetti au besoin? Ben oui, tu es tout le temps assujetti à un besoin. Le mot besoin, parce que si tu as besoin, tu n'es pas libre. Parce que si tu as besoin, ça veut dire que ta vie est conséquente à quelque chose d'extérieur à toi. Ce qui est totalement normal. Mais à un moment donné, l'être humain va être capable de vivre à partir de ses énergies, puis il n'y aura plus de besoin. Je ne dis pas que c'est pas correct un besoin, je dis juste que c'est anti-homme. C'est vrai. Puis même le mot anti-homme, ça veut dire ça vient de hanter, ça veut dire avant. Donc c'est pas méchant, puis je suis contre les gens. C'est anti-homme. Donc c'est bon tant que l'homme réel n'est pas sur la terre. Ouais. Yannick, je viens juste à l'instant de m'apercevoir que j'arrive bientôt à la fin de la troisième demi-heure. Je te propose que j'arrête l'enregistrement, après on peut discuter. Bon, je vais arrêter l'enregistrement parce que sinon ça va faire trop long, tu sais.